parler de vie extraterrestre, demande-nous ce que c'est que la vie terrestre. Ben, vous avez ici un panel de ce que c'est la vie. Alors, si on interroge les gens dans une concierge, un sondage ordinaire, hein, la ménagère de moins de 50 ans, comme on disait dans le temps, la vie, ça sera ça, évidemment, éventuellement les papillons. Pour beaucoup de gens, une pomme qui moisit, c'est pas la vie. Or, pourtant, la moisissure, il faut bien qu'elle mange, c'est des champignons. Et là, vous avez toute une flopée de champignons qui sont en train de se développer. Et en fait, une pomme qui moisit ou des champignons, des papillons qui mangent, c'est pareil. Et, pour vivre, il faut manger, qu'on mange une pomme pourrissante ou tout ça. Donc, la vie, c'est ça. En particulier, ne pas oublier ce que tout le monde oublie, ce qu'on appelle des fois les êtres inférieurs, qui n'ont rien d'inférieur. C'est les bactéries, les méduses et des choses comme ça. Alors, si par exemple, vous demandez toujours à une ménagère de moins de 50 ans, maintenant, avec l'égalité, on va dire un ménager, mais comment on dit? Quel est le masculin de ménagère? Donc, si vous prenez un ménager de moins de 50 ans, qu'est-ce qui est vivant dans ce paysage? Eh bien, le ménager va vous dire, évidemment, il y a un animal. Un ménager un peu plus pertinent vous dira, oui, en plus, il y a des centaines de plantes. La plupart des gens oublient que dans cette photo, bien qu'on ne les voit pas, il y a des milliards de bactéries aussi, bien sûr. Et donc, c'est tout ça, la vie. Alors, on va absolument, quand on va chercher les possibilités de vie, ça ne sera pas que pour des êtres grands, qui sont souvent laids, regardez comme ils ne sont pas beaux, intelligents, certes, avec des lasers désintégrateurs et tout ça. Non, les êtres, si on a des chances d'en trouver des vivants ou dans le passé, ils ont quand même statistiquement beaucoup plus de chances de retrouver des espèces de bactéroïdes. Je ne dis pas des bactéries c'est sur Terre, mais des choses comme ça, beaucoup plus que des espèces d'aliens de science-fiction. C'est quand même assez peu probable dans le système solaire. Alors, je ne tenterai pas non plus de définir la vie. Ça fait très longtemps que des penseurs essayent de définir la vie. Il y a toujours le problème des limites. Tout le monde sait ce que c'est qu'un enfant, tout le monde sait ce que c'est qu'un adulte. Quand est-ce qu'on est enfant? La limite enfant-adulte, de mon temps, c'était à 21 ans, puis c'est passé à 18 ans à cause d'un décret présidentiel, ce qui montre le côté un peu conventionnel. C'est important, mais je ne vais pas parler de ces limites. Un virus ou des choses comme ça, est-il vivant ou pas? Je vais me contenter de la vie normale, bien de chez nous. Il y a plein de vie exotique, de la vie au silicium, des ectoplasmes intergalactiques. Je parlerai non pas de cette vie exotique, je me contente de la vie bien de chez nous. Je sais que j'oublie, c'est pas un oubli puisque c'est volontaire, plein de choses intéressantes, mais quand on n'a qu'une heure et quart et on a voulu m'en voler 25, on se limite. Alors, la vie bien de chez nous, elle a 4 caractéristiques, ça a dû être écrit quelque part là-dedans. La première caractéristique, c'est que la vie, la matière vivante, est faite de grosses molécules complexes, avec des multiples possibilités de conformation, de transformation, d'association, de réaction. Vous imaginez les réactions chimiques abominablement compliquées qu'elle a dû se passer dans le cerveau de Mozart quand il a composé les Noces de Figaro. Hein. Pour composer les Noces de Figaro, il faut vraiment qu'il y ait de la chimie, puis de l'électricité, tout ça, compliqué. Donc, des molécules abominablement complexes. Et parmi les 92 éléments qui existent dans la nature, il n'y a que le carbone, nous disent les chimistes, on va le croire, qui est capable de faire des molécules aussi complexes et aussi variées. Alors la vie doit se procurer ce carbone, soit déjà sous forme de molécules complexes, c'est nous, on mange du beefsteak, on mange du maïs, on mange du canard qui a mangé du maïs. Donc c'est le maïs qui a fait les molécules complexes, le canard qui les a un peu transformées, nous qui mangeons le canard. L'autre possibilité, c'est ce que fait le maïs. Lui prend que des molécules simples, du gaz carbonique, de l'eau, et avec ça, et de l'énergie, il fait des molécules complexes. Donc soit on fait ces molécules complexes soi-même, le maïs, soit on les trouve toutes faites, le canard. Deuxième caractéristique dont je parlerai très peu, c'est que la vie, n'importe quelle forme de vie, est issue d'une vie antérieure, et la vie se reproduit quasiment à l'identique. Le quasiment est très important, parce que ça permet l'évolution. Mais il faut bien que ça commence un jour. Et il y a eu une fois, dans le passé, présence de matière carbonée complexe, mais non vivante, et qui est devenue vivante, avec ce problème des limites qui serait très intéressant, mais je ne l'aborderai pas. Mais ce problème, bien que je ne l'aborde pas, est très intéressant, c'est pas plus qu'un problème de pull-off. Hein, est-ce que c'est la vie qui a commencé, les molécules? C'est vachement important, mais j'en parlerai pas. Troisième caractéristique de la vie, bien chez nous, c'est que ces molécules carbonées complexes, pour réagir entre elles, doivent être en solution. Il ne faut pas qu'elles soient piégées dans un réseau cristallin, comme on a parlé hier, elles ne pourraient pas bouger pour réagir. Il faut qu'elles soient en solution, et les chimistes nous disent que l'eau liquide est le meilleur et de loin solvant
Alors quand je dis solution, c'est au sens large, elles ont le droit d'être en suspension aussi, mais l'eau liquide est le meilleur solvant et suspenseur, je ne sais pas si le mot existe, mais peut-être pas pour ça, pour faire ces réactions multiples et complexes. Alors ça, l'eau liquide, tout le monde sait que pour brûler de la vie, il n'y a que l'eau liquide, et même beaucoup de journalistes ne connaissent que ça. Et la quatrième caractéristique que beaucoup de gens oublient, c'est que la vie doit disposer d'énergie pour vaquer à ses besoins. Alors quand on est un canard, ce n'est pas un problème de trouver de l'énergie parce qu'on mange du maïs. Dans le maïs, il y a des grosses molécules qui a fait le maïs, et dans les grosses molécules, il n'y a qu'à dégrader les grosses molécules et on se trouve l'énergie. Par contre, les êtres comme le maïs qui n'absorbent que des petites molécules comme du CO2, il faut qu'ils les fabriquent, ces grosses molécules. Et pour fabriquer ces grosses molécules, il faut de l'énergie. Et pas n'importe quelle énergie, j'ai appelé ça de l'énergie noble, parce que je n'ai pas envie de faire de thermodynamique ce soir, mais on verra ce que c'est de l'énergie qui permet de prendre des toutes petites molécules, de l'eau, du CO2 par exemple, et avec ça de faire des macromolécules comme de l'ADN. Hein, avec de l'eau et du CO2, du maïs fait de l'ADN. Vous pouvez toujours essayer de respirer du CO2, de boire de l'eau, voir si vous faites de l'ADN. Alors on va voir aujourd'hui, là, où dans le système solaire existent et où ont existé ces 4 caractéristiques, eau liquide, carbone, grosses molécules, etc., etc. Donc les 4 caractéristiques, on va les regarder dans cet ordre-là. D'abord l'eau, parce que c'est ce que tout le monde y pense. Ensuite le carbone, il faut des molécules carbonées, il faut du carbone. Pour que ça commence, il a fallu des grosses molécules initiales. Puis ensuite, il faut de l'énergie, pas pour les canards, mais pour les maïs. Et tout le monde sait que sans maïs, il n'y a pas de canard. Alors, on va commencer par la caractéristique existante la plus connue, celle à laquelle tout le monde pense, l'eau liquide. Où y a-t-il eu de l'eau liquide dans le système solaire? Et c'est ce qu'on va voir. Alors, on va commencer par Mars. Alors, de l'eau sur Mars, on le sait depuis le XVIIe siècle. Voici une gravure de Cassini 1666 qui montre des calottes polaires qui changeaient de taille avec les saisons. La preuve que ces calottes étaient en glace d'eau était obtenue en 1964. En 1971-72, avec la mission Mariner 9, donc c'est déjà plus tout jeune, 71-72, on a vu des tas de réseaux hydrographiques, des petites rivières asséchées qui se jetaient l'une dans l'autre pour faire des grandes rivières avec toute une forme de réseau hydrographique. Et on sait donc depuis cette époque-là que de l'eau liquide, enfin un liquide tout moins, a coulé dans un passé lointain sur Mars. Ce qu'on veut savoir en 2014, c'est pas s'il y a eu de l'eau liquide sur Mars, ça c'est acquis, c'est si cette eau liquide a permis l'existence d'une chimie prébiotique, voire le développement d'une vie ancienne et primitive. Alors, le problème actuellement, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'eau liquide sur Mars, parce que la température, c'est pas trop le problème, la température. Regardez le bulletin météo du dernier solstice d'été de Mars, c'était il y a à peu près 2 ans. Il faisait, si on prend le sol, moins 89 la nuit, mais plus 4 degrés le jour. Donc le sol dégelait. Par contre, ce qui n'est vraiment pas bon pour l'eau liquide, ce n'est pas la température qui peut dépasser 0 degré, c'est la pression qui est très faible. Et à ces pressions-là, quelle que soit la température, l'eau ne peut pas être liquide. Si ça dépasse 0 degré, ça bout et ça fait de la vapeur. Alors, l'eau liquide donc, qui a coulé dans un passé lointain, eh ben, je vous montre ici une très belle vallée avec un delta. Et dans ce delta, il y a des sédiments. Et c'est ce genre de choses qu'étudient les sondes, Curiosity par exemple, pour savoir quelles étaient les conditions qui régnaient quand cette rivière a coulé. Curiosity ne va pas savoir s'il y a des rivières qui coulaient, mais quelles étaient les conditions qui régnaient quand ces rivières coulaient. Alors ça, c'est l'eau passée. Est-ce qu'il y a encore de l'eau liquide de nos jours? Alors le sol est plein de glace. Il y a 36 façons de voir que le sol est plein de glace. Je vous en montre une que j'aime bien. De temps en temps, sur Mars, il tombe des météorites. Hop, il arrive au sol un peu plus que sur Terre, parce que l'atmosphère est plus ténue, donc ça les arrête moins. Vous voyez qu'ici, en juin 2008, il n'y avait rien de spécial. Et en août 2008, eh ben, il y a une météorite qui s'est quand même cassée en 1000 morceaux en traversant l'atmosphère, mais dont certains morceaux ont atteint le sol. Et bien, certains de ces cratères récents, par exemple, c'est un cratère qui a été creusé en 2008 parce qu'il n'existait pas en 2007. Vous voyez sa taille, c'est pas très grand. Et bien, ce cratère est entouré d'éjectats blancs. Et le spectre de ces éjectats blancs montre que c'est de la glace. Alors, ce cratère fait 8 mètres de diamètre et 1,50 m de profondeur. Eh bien, à moins d'1,50 m de profondeur, ce cratère a fait ressortir de la glace
Mars, le sol est complètement gelé. Alors, on a découvert sur Mars des endroits, ce sol qui est plein de glace, j'espère que vous êtes convaincus, je vous ai montré qu'un seul endroit, mais il y en a plein. De temps en temps, cette glace fond, pour des raisons X ou Y. Par exemple, quand vous avez une pente exposée en plein midi, en plein soleil, la température peut dépasser 0 degré. Donc la glace devrait, je vous ai dit qu'elle ne pouvait pas fondre, elle se sublimait. Et pourtant, regardez ces traces d'écoulement là. Il y a des traces d'écoulement. Alors, quel âge ont ces écoulements? Ils ne sont pas vieux. Là, c'est 4 photos du même endroit. J'ai mis les mois de prise de vue que j'ai convertis en mois terrestres. C'est-à-dire quand c'est mai, c'est pas que c'est le mois de mai sur Mars. D'ailleurs, il n'y a pas de mois de mai sur Mars. Mais ça serait comme l'équivalent d'une photo prise quelque part par là, prise au mois de mai d'hémisphère nord. Au mois de juin. Regardez, il y avait un petit trait noir, là, il s'agrandit. Au mois de juillet, au mois d'août, là, il y a un petit trait, ça coule. Et ça, c'est des photos qui ont été prises il y a 2-3 ans. Donc, il y a des choses qui coulent aujourd'hui sur Mars. Je viens de vous dire que ce n'est pas possible. Donc, il faut trouver une explication. Alors, une explication, elle est un peu tirée par les cheveux, mais il faut bien trouver une explication. Vous avez le sol qui est imbibé de glace, ça fond à 0 degré, ça peut fondre à une température plus basse si la glace est salée. De la glace salée, ça peut fondre jusqu'à moins 20 degrés. À partir de quelques mètres de profondeur, il y a le poids des roches de dessus, donc il y a de la pression. Donc si vous chauffez à 0 degré, voire moins là-dessous, comme il y a la pression, ça peut fondre. Donc vous pouvez avoir de l'eau liquide là-dedans, en particulier à l'aplomb des versants qui sont bien éclairés en plein midi, en plein soleil. Et si cette eau liquide, parce qu'il y a de la pression, perce cette croûte de terrain, elle va sortir et va faire ces petits écoulements qu'on a vus. Alors elle ne va pas aller très loin, parce que dès qu'elle est dehors, la pression est très faible, elle bout. Et vous avez donc de l'eau bouillante à 3 degrés, par exemple. On peut faire bouillir de l'eau à 3 degrés, c'est facile. Donc voilà comment il peut y avoir de l'eau liquide encore aujourd'hui sur Mars. Alors c'est pour étudier surtout les sédiments anciens, je vous ai montré un delta, qu'il y a des sondes qui sont parties, je vais en parler que de 2, Opportunity et Curiosity, et très vite Curiosity, puisque j'en reparle à un fil vert jeudi. Alors Opportunity s'est posé il y a 10 ans déjà, et roule encore, par hasard dans ce petit cratère, parce qu'on vise une ellipse de confiance qui fait 50 km de long sur 10 km de large, et par hasard, il s'est posé là-dedans. Heureusement, c'est bien, parce que sinon, si c'était du sable, ça aurait été très ennuyeux, mais sur un 20% du cratère, ici, il y a des affleurements. Et pour le géologue, c'est extraordinaire, parce que ces affleurements en couche, on cherchait des sédiments pour voir faire de la géologie sédimentaire, et on a probablement des choses qui ressemblent à des sédiments. Alors on s'approche, et cet effet dans les jours qui viennent. Le robot s'est posé, mettons le lundi, le mardi il a testé ses instruments, et le mardi, on avait ces photos-là, mises en direct sur le web. Certains peut-être comprendront le message. Et donc en regardant ces photos, on voit, c'est un détail, vous voyez l'échelle, 2 cm. Vous regardez les couches, alors les couches en grand, elles sont horizontales, c'est penché à cause de la perspective, mais dans le détail, regardez, ces couches, elles sont un peu en biais, un peu en des espèces d'aises bizarres. Alors en tant que géologue, je connais très bien ça. Voici mon couteau, et voici des couches comparées avec Mars. C'est exactement la même chose. Alors quand on trouve que c'est la même chose, on doit dire probablement que c'est le même mécanisme qui s'est fait. Ça, c'est des couches déposées par de l'eau courante, et je peux même vous dire que dans ce cas-là, et dans ce cas-là aussi, l'eau allait de gauche à droite. Toujours dans le même cratère, dans la petite falaise qui fait 50 à 70 cm de haut, il y a comme des cavités que vous voyez là. Ces cavités ont une forme géométrique, une espèce de losange, pas toutes, mais certaines. Et ça, là encore, le géologue, il connaît ça. Des losanges comme ça, c'est parce que vous avez un certain minéral, dont on a beaucoup parlé hier, du gypse, pour ne pas le nommer, qui parfois fait des cristaux de 12 mètres de long, comme on a vu hier. Ici, ça fait des cristaux un peu moins impressionnants, mais c'est pareil, c'est du cristal de gypse qui a poussé dans une espèce de vase, puis ensuite on le dissout, il reste un trou, un fantôme de cristal de gypse. Le géologue appelait ça une pseudomorphose. Or, en général, sauf dans les circonstances exceptionnelles comme hier, le gypse, ça se dépose dans les environnements de ce genre-là, et probablement que la plaine martienne où s'est posé Opportunity, il y a 3,5 milliards d'années à 4 milliards d'années, devait, au flamant rose près, ressembler à un paysage comme ça.
Alors, Opportunity a quitté Eagle, c'est le petit cratère où s'est posé en 2004, et il a fait plus de 10 ans et demi qu'il est parti, plus de 40 km de trajet. C'est maintenant, il a le record du monde, probablement du système solaire, de la galaxie, ça m'étonnerait, de la distance parcourue sur un autre astre. Le record avant était fait par Lunarhod, un robot soviétique qui avait roulé 39,8 km sur la Lune ou quelque chose comme ça. Et Opportunity vient de dépasser le robot lunaire soviétique des années 71-72. Je vous montre ici une belle photo prise il y a 3-4 semaines par Opportunity. Deux autres photos pour montrer ce que le géologue peut faire. Là, pour montrer une extase de géologue, simplement. Plein de couches, avec un angle ici. Je vous dis rien, avec un géologue, c'est presque comme les cristaux de gypse d'hier, ça me fait frissonner et tout et tout. Alors, il y a un autre endroit où on va voir cette petite falaise qui est là. Alors là, c'est assez extraordinaire. Regardez les roches, vous avez l'échelle là, ça fait 3 cm. Et regardez là où j'ai marqué F. Regardez la morphologie des couches. On les voit mieux quand ils sont soulignés en rouge, hein, vous n'êtes pas géologue. Tout le monde ne peut pas être géologue, il faut bien d'autres métiers. Hein. Et comment fait-on, comment dépose-t-on des couches avec cette forme-là? Là, il y a l'équivalent terrestre. Eh bien, c'est quand vous avez de l'eau qui clapote. Les espèces de bosses sont symétriques. Quand ça coule, c'est pas symétrique. Du vent, par exemple, sur une dune, c'est pas symétrique. Mais quand c'est symétrique, c'est de l'eau qui clapote. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la longueur d'onde de ces ondulations est du même ordre de grandeur que la profondeur de la mare qui clapote. Là, les ondulations ont à peu près une longueur d'onde de 3-4 cm, c'est-à-dire qu'on avait une flaque d'eau de quelques centimètres d'épaisseur, il y a du vent, ça faisait des frisottis sur la surface de l'eau, des clapots, et puis l'argile à la base, ça faisait ces vagues comme ça. Donc voilà ce que peut dire le géologue là-dessus. Alors je montre des exemples, là c'est ça. Donc il y a de l'eau liquide, j'espère que vous êtes convaincus. Alors le problème de cette eau liquide, c'est un demi-problème, c'est qu'en analysant les minéraux, Opportunity n'était pas bien adapté pour analyser les minéraux, beaucoup moins que Curiosity, mais il pouvait quand même faire des trucs. Il a trouvé 2 minéraux, formellement, en particulier celui-là, la jarosite, dont vous avez la formule ici, c'est un minéral rare sur Terre, mais qui indique que les eaux dans lesquelles il a cristallisé étaient acides. La jarosite, on en trouve sur Terre, par exemple, dans les champs d'épandage des mines de sulfure. Donc, a priori, les eaux, au moins localement, à l'époque d'Opportunity, devaient être très acides. Alors ça, c'est pas grave pour la vie. Il y a plein de bactéries qui vivent dans les eaux acides, mais c'est grave si vous voulez faire la vie. La chimie prébiotique n'aime pas le milieu acide. Alors, deuxième mission pour étudier ces temps anciens, c'est Curiosity, dont je vais parler très peu puisque j'en parle jeudi. Vous avez ici un grand cratère de 150 km de diamètre, une énorme montagne au milieu, ce n'est pas un piton central, c'est vraiment une montagne de sédiments. La cible, ce qu'on veut étudier, c'est ce qui est entouré en vert. Et ça, c'est l'ellipse de confiance dans laquelle devait se poser Curiosity. Donc, et il s'est posé, pas tout à fait au milieu, mais vraiment pas loin du milieu, là où il y a le rond rouge. Alors, il n'est pas encore arrivé à sa cible, parce que ça fait 150 km, donc vous voyez que c'est quand même loin, mais il y va gaillardement. Alors, un paysage tel que, voilà, donc des tas de roches, le mont Sharp à la fin, et le but, la cible, est là, à peu près à 10 km de là où on est. Il faut qu'il fasse 10 km comme ça pour atteindre sa cible. Il l'atteindra, disons, à la fin de l'année 2014, début 2015, si tout va bien. Alors, là, que je vous ai montré, enfin, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est là-bas, et bien voilà ce qu'on voit, un orgasme de couches. Alors, il s'est posé là, il va aller là, il y aura 1500 mètres d'épaisseur de couches d'affilée. Et si tout va bien, il va remonter ces 1500 mètres. 1500 mètres, ça fait un certain nombre de millions d'années. Il va avoir donc un certain nombre de millions d'années d'histoire géologique de Mars enregistrée dans les sédiments. Mais en attendant, il roule en bas, là, et là, en bas, avec les mêmes méthodes qu'Opportunity, mais je ne détaillerai pas, il roule dans un ancien lac. Donc vous avez ici la carte de cet ancien lac. Mais par rapport à Opportunity, il a des possibilités analytiques infiniment supérieures, et en particulier, il peut faire des analyses beaucoup plus poussées. Là, je vous montre un selfie d'Opportunity. Vous allez me dire comment il a pu faire un selfie. Où est le bras qu'il l'a pris? Cherchez. Et donc, il a fait, par exemple, 2 forages ici. On voit les marques de forage. Et il a analysé les roches qu'il y a dedans. Et je vais vous résumer le résultat.
Toutes ces roches, je rappelle, ont été déposées, je l'ai mis dans un lac, par des lots courantes qui arrivaient dans cet ancien lac. Elle s'est déposée dans de l'eau peu salée et avec un pH neutre, contrairement à Opportunity, ce n'est pas un pH acide. Et cet environnement d'eau peu salée avec un pH neutre serait tout à fait habitable aujourd'hui pour la majorité des bactéries terrestres actuelles. Une bactérie terrestre actuelle, vous la mettez 3,5 milliards d'années dans ce lac, elle vivrait très bien. Alors que les bactéries le milieu d'Opportunity n'était vivable que pour des bactéries bien particulières, acidophiles, halophiles. D'autre part, le pH neutre est une condition a priori favorable à la chimie prébiotique. Par exemple, polymériser des acides aminés, tout ça. Pas de résultats concluants sur la matière carbonée des roches pour l'instant. Pas de méthane détecté dans l'atmosphère. On quitte Mars, on arrive sur Jupiter, dont je me moque éperdument, mais ce qui va m'intéresser, c'est ces satellites. Voici 2 satellites. Ça doit être Io, ça doit être Ganymède. Alors la température de surface de ces 2 satellites, c'est moins 150 le jour et l'été, à moins 220 degrés le jour, l'hiver. La nuit, c'est peut-être encore pire. Alors, en tout, les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont 17 gros satellites. Et sur ces gros satellites, ces 17 gros satellites, il y en a 15 qui sont faits de glace. Un qui est fait de cailloux et un qui est fait de cailloux recouverts de glace. Alors, on va regarder les 17 satellites de glace. Les 15 satellites de glace qui ont une densité moyenne d'à peu près 1,5. À la louche, c'est un calcul qu'un élève de l'école primaire devrait pouvoir faire. Vous prenez 3 volumes d'eau de glace de densité à peu près 1, un volume de roche de densité à peu près 3, ça fait 4 volumes de densité 1,5. Et c'est ça à peu près les satellites de glace. Voici un satellite de glace, c'est Rhea, c'est un satellite de Saturne. Vous avez fer et roche, quand je dis roche, c'est toujours fer et roche au milieu. Et un manteau de glace. Alors, c'est pas de l'eau pure, hein, il y a un peu d'ammoniac et tout ça. Alors là-dedans, la vie là-dedans, il n'y a pas grand-chose il n'y en a pas. Si je postule l'eau liquide, par exemple. Alors, il y a des satellites qui sont très gros. Par exemple, Ganymède, 5276 km, plus gros que Mercure. Donc, c'est vraiment un gros satellite. Et rien qu'on voit sa surface, avec des bandes blanches qui séparent des bandes noires, regarde, on a l'impression que ça craquelle. Les gens qui font un peu de géologie, on dirait, tiens, il y a la mer Rouge, le golfe d'Aden, et il y a la dérive des continents. On voit que ça a bougé. Rien qu'on voit ça, ça a bougé. Et ensuite, on peut faire des modèles. Le géologue, il n'est pas physicien, mais il peut quand même faire des modèles. Vu la taille de Ganymède, la conductivité de la glace, des roches, la radioactivité naturelle qu'il doit y avoir là-dedans, il y a là-dedans, ne serait-ce que la radioactivité naturelle, une source d'énergie. Donc ça chauffe à l'intérieur. Et comme c'est très gros, ça chauffe beaucoup, la chaleur s'évacue mal, et a priori, il doit y avoir de l'eau liquide très en profondeur là-dedans. Et c'est cette eau liquide sur laquelle la croûte pourrait glisser qui expliquerait peut-être ces craquelures. Alors on peut faire des modes. Alors il y a 4 satellites dans le système solaire qui sont a priori assez gros pour être à l'intérieur partiellement fondu. C'est Ganymède, je vais parler de Titan, Callisto, Triton. Ganymède, Callisto, satellite de Jupiter, Triton, satellite de Neptune, Titan, satellite de Saturne. Alors, si on fait des modèles, voilà par exemple Ganymède à quoi doit ressembler, du centre, plutôt de la périphérie au centre, de la glace, et de la glace sur à peu près 100 à 200 km d'épaisseur. Un océan d'eau liquide, 150 à 250 km d'épaisseur, puis de nouveau de la glace, puis des silicates, des cailloux, puis du fer. Ça, c'est le résultat de modèles, de calculs. Alors vous allez me dire, la glace en surface, c'est normal, il fait moins 200 de température moyenne. On s'enfonce, ça chauffe, c'est pareil, hein, quand on s'enfonce dans la terre. On a vu hier, on était à 80 mètres, quelques centaines de mètres de profondeur, vous êtes déjà à 50 degrés. Bon, là, on s'enfonce, il fait chaud à cause du degré que j'appelle ganymédothermique. L'eau liquide, c'est normal. Mais pourquoi, sous l'eau liquide, j'ai écrit glace? J'ai écrit glace de haute pression. Parce que si vous prenez de l'eau liquide et que vous la comprimez très fort, elle redevient glace. Et là, vous la comprimez très fort parce que vous avez 150 à 250 km, plus 100 à 200, vous avez 300-400 km d'eau, glace ou liquide, et ben ça pèse. Et cette pression due au poids des roches va faire que l'eau de dessous va geler. Par exemple, à la température ambiante, si vous comprimez de l'eau avec une enclume à diamant, à partir de 10 000 atmosphères, l'eau gèle.
si jamais j'ai le temps ce soir, mais ça m'étonnerait, je pourrais vous montrer un petit film que j'ai fait au laboratoire. Vous mettez une goutte d'eau entre deux diamants, vous serrez, vous regardez au microscope, vous voyez le cristal de glace qui grandit, vous desserrez, le cristal de glace diminue, c'est très joli et c'est très facile à faire. Sauf que ça coûte cher l'expérience parce qu'il faut écraser l'eau entre deux diamants. Alors, ça c'était pour les gros satellites, il y en a 4 qui théoriquement doivent avoir de l'eau. Mais cette eau, elle est prise en sandwich entre de la glace en haut et de la glace en bas. Alors, les petits satellites, puisqu'il y a 15 satellites de glace, 4 gros, donc ça va faire 11 petits. Ces 11 petits, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, petite parenthèse, vous savez, en particulier ceux qui ont écouté Jean-Marc cet après-midi au fil noir, que Jupiter fait des marées sur ses satellites, en particulier sur Io, son satellite Io. Et les marées déforment le satellite. Quand on déforme quelque chose, ça chauffe. Et ça chauffe tellement qu'il y a des volcans sur Io. Alors c'est connu depuis 1979, c'est pas une grande nouvelle. Je vous montre 2 photos d'éruptions volcaniques sur Io. Là c'est un panache de fumée, entre guillemets, vu sur le limbe de Io, qui monte quand même à 150 km d'altitude. Et là vous avez un lac de lave de 50 km de long, 10 km de large, rouge, qui glougloute, hein, vous imaginez, le lac de lave, comme ça. Alors cette éruption-là, elle a eu lieu en février 2000, vous voyez, un gigalac de lave. Donc on sait depuis longtemps qu'il y a des volcans en activité sur Io. Et c'est chauffé par les marées. Eh bien, il y a d'autres satellites qui sont chauffés par les marées, bien que beaucoup plus petits, et c'est le cas d'Encelade, que vous avez ici, qui est un satellite de Saturne, mais qui est petit, 502 km de diamètre. Il est vraiment, normalement, il ne serait pas assez gros pour être fondu à l'intérieur, contrairement à Ganymède, qui est 10 fois plus gros, mais comme il est chauffé par les marées, il est possible qu'il y ait de l'eau. Alors, je vous montre quand même ces photos d'Encelade sur les anneaux de Saturne, c'est quand même tellement beau que ça fait toujours plaisir. Voilà à quoi ressemble la surface d'Encelade. Alors, il y a des endroits avec beaucoup de cratères, mais il y a des endroits où il n'y a pas un cratère, et plein de ces structures complètement bizarres, la surface tourmentée, ça montre qu'à l'intérieur, ça doit mijoter. Alors, regardez ça, vraiment, ça bouge à l'intérieur. Ça, c'est Encelade. Eh bien, on a découvert, en photographiant Encelade en contre-jour, en passant par derrière, qu'il y a des, vous pouvez appeler ça volcan d'eau ou geyser, hein, c'est au moins aussi important que le sexe des anges. Quand vous avez une planète dont fait surtout de glace, si vous faites fondre de la glace, ça fait de l'eau. La Terre, c'est fait de roche, vous faites fondre de la roche, ça fait de la lave. Et vous avez des panaches de vapeur d'eau qui sortent. Alors évidemment, dès qu'il sort, il fait moins 200 degrés, ça devient des panaches de givre. Donc vous avez ici l'évidence d'éruptions de panaches d'eau, ça a été analysé, il n'y a pas de problème, c'est de l'eau qui sortent de la région du pôle sud d'Encelade. Alors quelques photos, mais pour se faire plaisir, de ces panaches de vapeur d'eau qui sortent et qui gèlent en sortant, qui sortent par des fissures, alors ça fait des points de sortie alignés, c'est très beau. Alors là c'est vu à contre-jour par derrière, là c'est vu par le côté, pas en contre-jour, donc pas même angle, pas les mêmes couleurs, et c'est quand même assez extraordinaire de voir ça. Donc il y a de l'eau liquide en profondeur puisqu'elle sort. Alors on peut faire pareil des modèles divers et variés pour savoir quelle doit être la structure interne d'Encelade. Eh bien c'est comme ça, il y a une couche de glace, fer, silicate, et au niveau du pôle sud au moins, peut-être ailleurs, mais au moins au niveau du pôle sud, donc de l'eau liquide pris entre de la glace normale et les cailloux, les silicates. Et là, comme le satellite est tout petit, la gravité est faible, il n'y a pas de pression, et il n'y a pas de glace de haute pression. Et l'eau liquide touche les silicates, les cailloux. Gardez ça dans votre mémoire, c'est absolument capital. Mais vous voyez qu'après la Terre, après Mars, après les 4 gros satellites de glace, Encelade, l'eau liquide commence à être une banalité dans le système solaire. Hein. Ça commence à faire. Alors, derniers endroits, alors pareil, la gravité est trop faible, pas de couche de glace entre l'eau liquide et les roches silicatées. Dernier petit corps où on va aller chercher de l'eau liquide, c'est Europe. Satellite de Jupiter, on revient vers Jupiter. La densité, c'est la densité des roches, à peu près 3. Mais 3, c'est un peu léger. On préférerait que ça se retrouve avec une roche normale, avec les conditions, tout ça. Ça devrait être 3,5. En fait, c'est une boule de roche et de fer avec de l'eau liquide, une couche d'eau d'à peu près 100 km d'épaisseur. Alors évidemment, cette eau est gelée, parce que la température de surface, c'est moins 150 à moins 200. Voici à quoi ressemble l'Europe. C'est la taille de la Lune, c'est une boule de billard rayée.
Alors, quand je dis avec la densité, on pense que la structure d'Europe, c'est ça. Vous avez, donc c'est 1700 km de rayon. Vous avez le fer, les roches, 100 km d'eau. C'est un peu comme la Terre, sauf que la Terre, c'est pas 100 km, en moyenne, c'est 3 km, la profondeur moyenne de l'océan. Puis sur la Terre, il y a des îles qui dépassent, on appelle ça des continents. Sur Europe, il n'y a rien qui dépasse des 100 km d'eau. 100 km de glace. Alors si on regarde en détail ces 100 km de glace, vous avez une morphologie complètement délirante, en noir et blanc, en couleurs, des vraies couleurs, mais abominablement renforcées, c'est-à-dire que ça, c'est vaguement rougeâtre, ça, c'est vaguement bleuté, donc on a renforcé les couleurs. Tout ça, évidemment, sont des images de la NASA. Et ce genre de paysage, si vous cherchez sur Terre qu'est-ce qui ressemble à ça, ben, c'est des banquises qui dérivent et qui craquellent. Hein. Voici une vue aérienne de la banquise au large de l'Alaska. C'est a priori ce qu'on voit. Et on peut détailler certains endroits particuliers. On va détailler ce coin-là. Vous avez deux rayures qui se croisent avec un angle ici, c'est les mêmes ici. Et à chaque fois, on va zoomer. À chaque fois, on va zoomer par là. Alors, on zoome. On zoome. Et regardez à quoi ça ressemble. Avouez que quand on voit ça, on a envie de dire, ça ressemble à ça, au bateau près. Puis à l'échelle près. Hein. Ça fait quand même la taille de la communauté urbaine de Lyon. Et il n'y a pas de bateau aussi grand que la communauté urbaine de Lyon. Donc voilà ce qu'on voit par endroits sur Encelade. Alors ça, c'est vachement bien, parce que si on interprète ça comme des icebergs qui dérivent, ça va nous permettre de calculer la hauteur des icebergs. Vous savez, depuis Archimède, on sait que quand vous avez un glaçon qui flotte, il y en a une partie, à peu près 1/10 en haut et 9/10 en bas. Et quand vous avez ici une glace peu épaisse, c'est parce qu'il y en a à peu près 50 cm en haut, ça veut dire qu'il y en a 5 mètres en bas. C'est une banquise de 5 mètres d'épaisseur. Là, ça fait 10 mètres de haut, c'est-à-dire plutôt c'est un glaçon qui fait 100 mètres d'épaisseur. Donc si je reprends mon schéma de la Terre, vous avez ici mes pingouins sur une petite banquise pas épaisse. Et là, vous avez mon iceberg qui dépasse beaucoup plus épaisse et que j'ai mon iceberg qui fait à peu près 100 mètres d'épaisseur. Sur Europe, voilà ce que je vois. J'applique la bonne vieille méthode de Galilée pour connaître la hauteur des montagnes, c'est-à-dire je regarde la taille de l'ombre, Galilée y avait pensé, et je peux calculer la hauteur des falaises, ça dépend des endroits, c'est entre 500 et 300 mètres, et si ce paysage est le même genre que celui-là, sauf qu'il n'y a pas d'eau liquide qui affleure, ça serait gelé comme ça, puisqu'ici j'ai 500 à 3000 mètres, c'est que la banquise mesure 5 à 30 km d'épaisseur. Donc, puisqu'on a dit que la partie H2O devait faire à peu près 100 km, c'est que l'océan liquide mesure de 95 à 70 km d'épaisseur. Et donc, en Europe, doit ressembler à quelque chose comme ça, quelques kilomètres de glace et beaucoup de kilomètres d'eau liquide. Et pourquoi il y a de l'eau liquide? Qu'est-ce qui réchauffe ça? Comme sur Io, les dessinateurs de la NASA ici ont dessiné des éruptions volcaniques qui réchauffent l'océan par-dessous. Ça ne le réchauffe pas assez pour qu'il soit liquide en surface, mais presque. Alors là, c'est pareil, c'est pas très épais, 100 km, la gravité n'est pas très forte, et probablement que la pression au fond n'est pas assez forte pour qu'il y ait de la glace de haute pression. Donc là encore, l'eau liquide est au contact avec les silicates. Alors tout ce que je viens de vous dire permet de revoir la notion classique, très classique, trop classique, c'est-à-dire mauvaise, de ce qu'on appelle la zone habitable, ou fenêtre d'habitabilité. Si on prend rien que le critère eau liquide, on a vu que A était habitable, et l'est peut-être encore Mars, que Encelade et Europe et Ganymède et Callisto et tout ça ont de l'eau liquide à profondeur. Or, vous prenez Europe, Europe est en dehors de la zone que les journalistes appellent habitable. Or, Europe est habitable. Je ne dis pas qu'il est habité, j'en sais rien. Mais il est habitable vis-à-vis de l'eau liquide. Donc, si on prend que l'eau liquide comme critère, ce dont tout le monde parle, c'est vrai si on rajoute en surface. Pour être habitable en surface, eh bien, il faut que l'eau soit liquide en surface. Bon. Mais ça peut très bien être liquide en profondeur. Et si on prend le seul critère eau liquide, eh bien, tout ce qui est dans la zone marron est dans la zone habitable. Europe est dans la zone habitable. Encelade est dans la zone habitable. Donc, quand vous parlez de zone habitable, parlez de zone habitable. Si vous parlez de la zone verte, dites en surface. Et si vous ne dites pas en surface, c'est des zones habitables tout court, il n'y a pas de limite inférieure en température. Il suffit que la planète soit suffisamment, le satellite, la planète suffisamment grosse pour qu'il fasse suffisamment chaud à l'intérieur et que l'eau soit liquide. Ça serait quand même vachement bien si la grande presse et tout ça intégraient ça. Ce qui n'est pas souvent le cas.
Donc fin de la première caractéristique, c'était la plus longue, l'eau liquide. Alors passons à une autre caractéristique, exigence pour qu'il y ait d'avis, le carbone. Alors ça c'est facile, il y en a partout. Là j'ai mis 4 bêtes photos, Vénus, Neptune, une comète. Il y a du carbone dans l'atmosphère de Vénus, il y a du carbone dans les hautes couches de Neptune, il y a du carbone dans les comètes. Et j'aurais pu, il y a du carbone partout. Donc c'est deuxième caractéristique, c'est fini. Du carbone, il y en a partout. Alors, l'autre caractéristique, elle n'est pas nécessaire à la vie, mais nécessaire au début de la vie. Le maïs, il vit très bien sans molécules carbonées compliquées, parce qu'il sait les faire. Mais pour que ça commence, il a bien fallu qu'il y en ait des toutes faites. Donc, où y a-t-il des molécules carbonées complexes dans le système solaire pour que la vie puisse débuter? Alors, première possibilité, on en a parlé à la conférence de Brigitte Zanda, et puis la conférence sur les comètes. Il en est tombé, et il en tombe encore partout et en abondance dans le premier milliard d'années du système solaire via les comètes et les météorites. Ça, c'est une chondrite carbonée. Les chondrites carbonées contiennent jusqu'à 5% de grosses molécules de carbone. Et les comètes contiennent plein de molécules carbonées. Et on a au moins déjà analysé celle-là dans un grain ramené par la mission Stardust. Et ça, c'est la fonction acide aminé pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Donc, de la matière carbonée semi-complexe, il en tombe partout, sur Mars, sur Ganymède, tout partout. D'où viennent ces molécules complexes? Alors des petites molécules, CO2, tout ça, il y en a encore plus partout. Mais quand vous avez, c'est un exemple parmi d'autres, un grain de poussière recouvert de glace de petites molécules, alors glace d'eau, glace de gaz carbonique, glace de méthanol et tout ça, ces molécules glacées, de petites molécules carbonées, alors ça, il y en a vraiment partout dans toutes les nébuleuses, sous l'action par exemple des ultraviolets, il y a des réactions qu'on appelle de polymérisation qui associent toutes ces petites molécules pour en faire une beaucoup plus grosse. Et dans ce papier de Pour la Science, revue grand public de 99, vous avez su une quinone. Donc, on peut sans problème, avec les petites molécules qu'il y a partout, faire des grosses molécules qu'on retrouve dans les comètes et les météorites qui tombent partout. Alors, deuxième possibilité, dès qu'il y a du fer de plus, c'est-à-dire du fer ionisé 2 fois, au contact d'eau liquide, eau gazeuse ou eau supercritique, du moment que la température est voisine ou dépasse 100 degrés, il se produit des réactions chimiques connues sous un nom qui fleure bon l'Allemagne, Fischer-Tropsch. Alors Fischer-Tropsch vivait un peu avant ce sympathique individu qui était là. Qu'est-ce que c'est que cette réaction de Fischer-Tropsch? Vous prenez du fer de plus, contenu par exemple dans le minéral olivine, vous prenez de l'eau, ça réagit, ça fait de l'oxyde ferrique et des minéraux divers et variés, de la brucite, de la serpentine, j'en parle de celui-là, et d'hydrogène. Cet hydrogène peut réagir avec une petite molécule contenant du carbone, du CO2. Hydrogène plus CO2 donne CH4 plus 4 autres molécules complexes. Donc vous pouvez faire des molécules complexes. Vous n'en faites pas beaucoup, hein, le rendement est très mauvais. Mais vous pouvez en faire, surtout s'il y a des catalyseurs très bons. Alors, à la fin de la guerre, les nazis faisaient leur essence comme ça. Ce n'était pas forcément de la bonne essence, mais ça marchait. C'est M. Fischer-Tropsch ou des collègues qui avaient inventé des bons catalyseurs. Mais il se trouve que la magnétite, sous-produit de cette réaction, est un catalyseur. Donc avec la présence de cette magnétite catalyseur, vous pouvez faire ça, et avec des dessins mieux que ce qui se fait, par exemple, dans les usines allemandes à la fin de la guerre. Alors la preuve que ces réactions existent, c'est vraiment des réactions naturelles, qu'on n'a pas besoin de s'appeler Adolphe pour les faire, c'est que si vous vous promenez dans certains endroits du monde où il y a des serpentines, eh bien vous avez des sources d'un mélange gazeux, du méthane, de l'éthane, du propane, de l'hydrogène. Or dans l'équation que j'ai écrit au moins H2 et CH4, donc hydrogène et méthane. J'ai déjà écrit 2 des partenaires qui sortent du sol, vous craquez une allumette, ça s'enflamme. Alors ça se trouve en Turquie, cet endroit-là, évidemment les anciens Grecs avaient déifié cet endroit-là, à chaque fois quelque chose qu'on ne comprend pas, on invente un dieu, et ça ne loupe pas, je pourrais vous raconter la légende mythologique associée à cet endroit. Donc c'est vraiment des réactions qui existent, et pas que dans les hauts fourneaux du père Adolphe. Alors ces réactions eau plus silicate, si les silicates contiennent du fer, donnent quelques molécules carbonées complexes, ne peuvent se faire que si le pH n'est pas acide. Vous voyez pourquoi j'ai insisté sur pH pas trop acide sur Mars tout à l'heure. Alors, dernière caractéristique, exigence nécessaire à la perpétuation de la vie, une fois qu'elle est apparue,
j'en dirai pas plus sur l'apparition, parce que j'ai pas beaucoup de temps, c'est il faut que la vie dispose d'énergie, et j'ai appelé ça de l'énergie noble, pour prendre un langage non thermodynamique. Alors voici une chaîne alimentaire quelconque, banale, vous avez une girafe qui mange des feuilles d'arbres. Donc la base de la chaîne alimentaire dans tout ça, c'est les arbres, les feuilles d'arbres, et l'énergie qui permet à l'arbre, tout à l'heure je parlais au maïs, de prendre des petites molécules, en l'occurrence du gaz carbonique et de l'eau, pour faire des grosses molécules, eh ben c'est l'énergie solaire, c'est la photosynthèse du soleil qui fait que l'arbre pousse et que la girafe peut manger l'arbre. Par des lions, quand les lions meurent, eh ben, il y a des vautours qui mangent le cadavre du lion, je suis sûr que sur ces vautours, il y a des puces qui vivent dans leurs plumes, donc, et qui piquent le vautour, donc le vautour se fait manger, pas entièrement bien sûr, mais enfin il se fait sucer et piquer par des puces, et dans les puces, il y a plein de bactéries qui vivent. C'est ça qu'on appelle une chaîne alimentaire, qui va de l'arbre à la bactérie en passant par la puce. Alors dans tous les mauvais livres scolaires ou les bouquins de vulgarisation pour enfants, quand je dis mauvais livre scolaire, c'est presque un pléonasme, en général il y a une chaîne alimentaire, et au sommet de la chaîne alimentaire, soit il y a l'homme, soit il y a un carnivore. Si on le cas, c'est l'homme, ou bien le carnivore, c'est le renard, une chose comme ça. Comme si le renard n'était pas bouffé par des puces. Vous avez déjà caressé un renard il a des puces, hein, et puis dans les puces, il y a des bactéries. L'homme ou le renard n'est pas le sommet de la chaîne alimentaire, hein, mais on veut toujours se mettre à une part particulière. Donc voilà ce que c'est qu'une chaîne alimentaire, et qu'est-ce qui fait marcher tout ça? C'est le soleil. Ce qui fait marcher ça, c'est la photosynthèse. Vous prenez de l'énergie lumineuse, c'est noble l'énergie lumineuse, du CO2, ça contient du carbone, mais c'est une toute petite molécule très simple, de l'eau, toute petite molécule très simple. Elle peut être liquide ou gazeuse, mais il vaut mieux qu'elle soit liquide. Ça dégage de l'oxygène, et surtout, ça fabrique des grosses molécules complexes qui contiennent du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'énergie. C'est ce qui se passe dans le maïs. Le canard, lui, mange des grosses molécules complexes, et la molécule complexe lui fournit le carbone et l'énergie. Puisque c'est une grosse molécule complexe, il n'y a qu'à la dégrader, ça fournit de l'énergie. C'est la photosynthèse qui permet l'utilisation de cette énergie lumineuse. Alors, pour rigoler, voici un gland, un tout petit, c'est pas gros, un gland. Et bien s'il germe, grâce à la photosynthèse, CO2 plus H2O plus lumière solaire, au bout de 100 ans, ce gland va devenir un chêne centenaire. Alors voici un petit gland au bout de ma main. Ça, c'est pas un gros gland, mais bon. Mais ça, c'est un chêne centenaire. Et quand les glands vont tomber, les sangliers vont manger les glands, et moi je mangerai le sanglier. C'est un autre exemple de chaîne alimentaire. Et tout ça, ça marche à l'énergie solaire. Alors le problème, si vous prenez l'énergie solaire, c'est qu'à la base de l'océan d'Europe, dans le sous-sol profond de Mars, je ne l'ai pas dit, mais s'il y a de la glace dans Mars, et on a vu qu'il y avait de la glace, en s'enfonçant, il fait de plus en plus chaud. Et si la température augmente de 10 degrés par kilomètre, ce qui est raisonnable, 10 degrés par kilomètre, comme il fait en moyenne moins 50, c'est-à-dire qu'à 5 km de profondeur, il fait 0. Donc à partir de 5 km de profondeur dans le sol de Mars, il y a de l'eau liquide. Eau liquide, mais elle est à 5 km de profondeur, dans le sol. Il n'y aura pas de lumière solaire. Et évidemment, c'est pareil dans Encelade. Donc ce n'est pas le soleil qui va fournir l'énergie pour que d'éventuels maïs poussent pour se faire manger par des canards. Européens, en l'occurrence, oui, très patriotique. Alors, qu'il y a une autre source d'énergie sur Terre, qui est sans doute la source d'énergie principale majeure en kilos de la vie, mais comme c'est la source d'énergie principale, on n'en parle pas ni dans l'éducation nationale, ni dans les médias. Il y a souvent une antinomie. Les choses les plus importantes, c'est ce dont on parle le moins, en général. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que la chimiosynthèse? Vous avez une réaction chimique, un corps A plus un corps B réagit pour donner un corps C et un corps D. Une réaction chimique quelconque. Le corps A et B rentrent dans une cellule, ça réagit, il sort C et D, et ça fabrique de l'énergie. Des réactions qui fabriquent de l'énergie. Eh bien, il y a plein de bactéries qui savent prendre cette énergie faite par des réactions chimiques, prendre du CO2, prendre de l'eau, pour faire des molécules complexes contenant carbone, hydrogène et énergie. Elles remplacent l'énergie solaire par l'énergie chimique. Elles ne dégagent pas d'oxygène. Et alors, il n'y a que les bactéries qui savent faire ça, mais les bactéries en nombre d'individus sur Terre, c'est 99,99999%, et en poids, c'est largement plus de la moitié. Donc, les bactéries savent très bien ça. On parle ça de chimiosynthèse ou chimiolithotrophie. Alors, je vous donne quelques exemples.
Alors ça se voit très bien, cette chimie électrotrophique, quand il n'y a pas de lumière. Quand il n'y a pas de lumière, par exemple, dans une grotte. Alors c'est une grotte en Auvergne, il ne faut pas être chauvin, mais il faut reconnaître les endroits sympathiques. Vous avez de l'eau ferrugineuse qui sort, qui contient du fer de plus. Dans la grotte, il y a de l'oxygène, hein, on respire dans la grotte. Donc les sels de fer ferreux réagissent avec l'oxygène de l'air, ça donne du fer ferrique, de la rouille, ça donne de l'énergie que savent utiliser les bactéries pour prendre le CO2 de l'atmosphère et faire leur petite synthèse, grandir et vivre leur vie de bactéries. Donc dans une grotte auvergnate, la vie vit très bien sans lumière solaire, comme ça. Alors c'est un exemple que tout le monde connaît, les sources chaudes au fond des océans. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gaz volcaniques qui sortent et qui contiennent plein d'hydrogène sulfuré. Cet hydrogène pénètre dans des bactéries qui l'oxydent, cet hydrogène sulfuré, grâce au dioxygène de l'eau. L'eau contient de l'oxygène dissous. Un poisson, ça respire très bien, même au fond de la mer. Donc l'H2S réagit avec l'oxygène dissous dans l'eau de mer, ça forme des sulfates et ça libère de l'énergie. Et cette énergie chimique, les bactéries l'utilisent pour associer l'eau et le CO2, faire des grosses molécules, et les bactéries poussent, et ensuite il y a plein de bébêtes qui mangent les bactéries, vous avez tout un écosystème, et la source d'énergie, c'est cette énergie chimique faite par l'oxydation des sulfures, par l'oxygène dissous dans l'air. Alors j'ai mis attention, parfois, en résumant un peu vite, on dit que c'est la chaleur de la Terre qui fournit l'énergie nécessaire à la base des écosystèmes. Alors c'est peut-être vrai là, je vous assure que dans les grottes auvergnates, il ne fait pas très chaud. Hein. Mais ce n'est pas la chaleur qui fournit l'énergie, ce sont des réactions chimiques. L'eau est chaude peut-être, mais elle serait froide, ça serait pareil. C'est quelqu'un en Auvergne. Donc ce n'est pas la chaleur qui fournit l'énergie. Alors quand on dit ça, si on va vite, ça va très bien, mais c'est quand même une hérésie thermodynamique. Si vous prenez de l'eau et du gaz carbonique, de l'eau Perrier par exemple, si vous chauffez de l'eau Perrier, est-ce que ça donne des grosses molécules? Avez-vous déjà chauffé de l'eau Perrier et l'eau Perrier est-elle devenue sucrée? Non. Chauffer de l'eau Perrier ne va jamais faire des macromolécules comme du saccharose. Pour faire du CO2, de l'eau et des macromolécules comme du saccharose, il faut de l'énergie noble, comme de l'énergie chimique, comme de l'énergie lumineuse. La chaleur, c'est de l'énergie dégradée, c'est la forme la plus basse de la dégradation de l'énergie, et on ne peut rien faire avec ça. Alors les deux écosystèmes dont j'ai parlé, ils ne dépendent pas de la lumière. Ça c'est dans une grotte, ça c'est à 3000 mètres de profondeur sous l'eau. Et là encore, beaucoup de gens disent, c'est la preuve que la vie peut très bien se passer de lumière. C'est vrai que la vie peut se passer de lumière, mais ce n'est pas vrai. Ça, vous oxydez le fer de plus grâce à l'oxygène de l'air. Là, vous oxydez le sulfure grâce à l'oxygène dissous dans l'eau. Et pourquoi il y a de l'oxygène dans l'air? Et pourquoi il y a de l'oxygène dissous? Parce que, à la surface, il y a la photosynthèse qui fait l'oxygène. S'il n'y avait pas la photosynthèse qui fait l'oxygène, il n'y aurait pas d'oxygène. Et s'il n'y a pas d'oxygène, vous ne pourrez pas oxyder le fer ferreux et vous ne pourrez pas oxyder le sulfure. Donc ces deux écosystèmes, même s'ils sont dans le noir, dépendent indirectement, mais dépendent totalement de la photosynthèse. Et tous les gens qui disent voici des exemples d'écosystèmes qui n'ont pas besoin du soleil, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ou qui vont trop vite. Parce que quand on n'a qu'une heure et quart pour tout dire, c'est pas facile. Alors, sur Terre, vous faites des tas de forages, alors des forages à terre, des forages en mer, je ne compte pas l'épaisseur de l'eau, mais vous avez des forages qui font plusieurs kilomètres d'épaisseur, de profondeur dans la terre, et par exemple là, vous traversez, je dis n'importe quoi, 1000 mètres d'eau, et ensuite vous pouvez faire des forages de 3, 4, 5 kilomètres dans le sous-sol marin. Eh bien, jusqu'à ce que la température atteigne à peu près 120 degrés, par exemple le fond de la mer est à 0 degré, jusqu'à 5 kilomètres de profondeur, vous avez plein de bactéries qui vivent là, en dessous. Vous pouvez faire ça sous Florence. Il y a Florence, là, il y a plein de bactéries qui vivent à 3, 4, 5 km de profondeur. Et elles, qui vivent évidemment dans le noir, dans un milieu totalement dépourvu de dioxygène. Il n'y a pas de dioxygène à 4 km de profondeur. Comment font ces bactéries pour vivre? Alors, on va faire un peu de chimie. Et ce que je vous montre, c'est sans doute, moi je dis sans doute, peut-être, les réactions chimiques les plus importantes de la vie sur Terre. C'est pour ça qu'on n'en parle jamais. L'étape 1, on l'a déjà vu, c'est de l'eau, des minéraux contenant du fer, donnent de l'hydrogène et de l'oxyde ferrique. Et étape 2, le CO2 plus cet hydrogène, plus quelques catalyseurs, ça fait de l'eau, du méthane et quelques molécules plus complexes avec un mauvais rendement. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les réactions de type Fischer-Tropsch. Première possibilité. Mais il y a une autre possibilité. Cet hydrogène qui est fait là,
peut, si elle rentre dans une bactérie, il faut que la bactérie existe déjà. Donc ce n'est pas pour l'origine de la vie, mais si elle existe. Cet hydrogène rentre dans une bactérie. S'il y a du CO2 dans le coin, il y a toujours du CO2 dans le coin, ça fait la même réaction du méthane, de l'eau, et de l'énergie. Alors là, cette énergie, elle était gâchée dans les réactions abiotiques. Là, elle n'est pas gâchée. Parce que quand vous avez une bactérie qui a de l'énergie qui court à côté, tout de suite, elle la prend. Et CO2 plus eau plus énergie donne molécules carbonées, là, biogéniques. Ça, c'est molécules abiotiques, mais ça, c'est des molécules biogéniques. Et ça vient de l'énergie de cette réaction-là qui peut se faire sans vie ou qui peut se faire dans une bactérie. Et là, comme vous avez de l'énergie, vous pouvez utiliser cette énergie pour faire des molécules compliquées. Là, vous en faites quelques-unes, mais mal, avec un mauvais rendement. Il a fallu inventer des bons catalyseurs pour que les Allemands le fassent. Là, la bactérie fait bien mieux que les Allemands. Les Allemands sont un peuple bâtisseur, mais ils ont battu à plat de couture par les bactéries. Donc là, c'est de la chimiosynthèse biologique. C'est une réaction chimique qui donne de l'énergie, qui sert à fabriquer des grosses molécules. Là-haut, c'est synthèse de quelques molécules organiques, compliquées, pas beaucoup. Ça, c'est favorable à l'origine de la vie, là-haut. Mais en bas, fourniture de beaucoup d'énergie, et si la vie existe, c'est favorable à son développement. C'est pour ça que je pense, comme au même endroit, vous avez l'origine des molécules nécessaires au début, et l'origine de l'énergie nécessaire au développement, c'est peut-être les réactions chimiques les plus importantes de la vie. Je serais prêt à parier qu'on a commencé comme ça il y a 4 milliards d'années. Mais c'est un pari, j'ai évidemment aucune preuve. Je m'aperçois que je vais beaucoup trop vite, j'aurais fini avant. Alors, la question est, où dans le système solaire a-t-on, vraisemblablement, en fonction des connaissances actuelles, ce contact au liquide silicate avec du fer qui permet de faire ces réactions qui, au moins sur Terre, permettent la fourniture d'énergie. Alors, l'eau liquide, il y en a évidemment dans les sous-sols de la Terre et de Mars, et a priori, ça marche sur la Terre, ça pourrait marcher sur Mars. On reviendra tout à l'heure, il y a un problème actuel, ça a peut-être marché dans le temps, aujourd'hui on n'est vraiment pas sûr que ça marche. Il y en a peut-être déjà qui ont trouvé pourquoi, je l'ai dit sans insister, pourquoi a priori ça ne marche pas bien sur Mars aujourd'hui. Alors dans les océans de Ganymède, Titan, les autres gros satellites, il y a bien de l'eau liquide, mais comme l'eau ne touche pas les silicates à cause des glaces de haute pression, c'est beaucoup moins favorable. Cette source d'énergie, je ne dis pas qu'elle n'est pas, il n'y a pas quelques fractures, mais a priori, il n'y a pas ce contact intime au silicate, donc il y a beaucoup, beaucoup moins de dégagement d'énergie de cette façon-là. Peut-être que la nature a inventé autre chose, mais là, a priori, ça ne marche pas. Mais à la base, les océans d'Encelade et d'Europe, si dans les deux cas, j'ai insisté, regardez, l'eau liquide touche les silicates. Je ne l'ai pas insisté pour vous faire chier, c'est parce que je savais que c'était important. Mais est-ce qu'on a des preuves que ce contact existe? Pour l'instant, c'était hypothétique. C'est probable, tous les modèles le disent, mais bon. Et s'il existe, est-ce qu'il se produit, à défaut d'une vie, au moins une organosynthèse? Alors, on va retourner sur Encelade, parce qu'après leur découverte, qui est une énorme surprise, on a reprogrammé la sonde Cassini, qui entre parenthèses marche très bien encore, et on a fait traverser la sonde Cassini, les geysers par la sonde Cassini. C'était un peu risqué, mais on l'a fait. Alors évidemment, la sonde Cassini n'était pas équipée pour trouver des acides aminés ou des choses comme ça, mais elle avait quand même un bon spectre de masse pour étudier la très haute atmosphère de Titan. Et elle pouvait analyser la masse moléculaire des composés carbonés jusqu'à C6. Par exemple, le sucre, le glucose, c'est un composé en C6. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Donc, analyse directe, in situ, de ces molécules dans les geysers. Bien, vous avez des corps en C1, C2, C3, C4, C5, C6. Vous avez des molécules organiques complexes. C6, c'est déjà assez compliqué. Alors, plus loin, je ne peux pas vous dire, parce que l'instrument n'est pas capable de les analyser. Mais il est évident que si on envoie quelque chose sur Encelade, on mettra quelque chose qui ira beaucoup plus loin. Mais on a des molécules carbonées qui vont jusqu'à C6. C'est la preuve qu'il y a une organosynthèse abiotique, et pourquoi pas biologique. Mais alors là, j'en sais rien. Mais il y a une organosynthèse active au jour d'aujourd'hui, enfin en 2008, c'est pas aujourd'hui, c'était il y a quelques années, sur Encelade. C'est quand même une nouvelle assez extraordinaire. Alors sur Europe,
La théorie dit que les silicates doivent être au contact de l'eau, et même avec une source de chaleur qui peut accélérer la vitesse des réactions. Mais est-ce qu'on a des preuves de ce contact eau liquide silicate et de cette éventuelle organosynthèse? Alors, pour avoir la preuve, c'est ce que je vous aurais dit si j'avais fait cette conférence l'année dernière, j'ai dit, il faudrait faire un trou dans la glace. Et la banquise fait de 5 à 30 km, on a vu, on va dire, une dizaine de kilomètres. Il faudrait mettre une grosse station spatiale sur Europe et faire un trou de 10 km pour attendre la glace. Alors, bon, pourquoi pas, mais j'ai peur que, vu mon grand âge, je ne connaisse pas cette situation-là. Mais alors, cette situation-là, c'est pourtant intéressant. Par exemple, en Antarctique, on a quasiment percé la calotte de glace pour atteindre quasiment un lac, mais on n'a percé que 3700 mètres de glace, et puis on était sur Terre. Et voilà le genre de truc qu'on a trouvé en Antarctique. Vous avez à peu près 3500 mètres de glace, le forage, un lac, qu'on voit très bien avec des méthodes géophysiques. Le haut du lac est fait par de l'eau gelée, mais c'est de l'eau qui était liquide il y a quelques milliers d'années qui a regelé. Parce que vous savez qu'il y a 20 000 ans, c'était une époque glaciaire, il faisait plus froid. Maintenant, il fait plus chaud. Mais le chaud actuel n'a pas encore descendu jusqu'en bas. Pour que le chaud actuel traverse 3 km de glace, c'est pas facile. Et là, c'est l'époque où le lac était plus gelé. Et c'est de la glace qui date de la dernière glaciation. Donc c'est l'eau du lac qui était liquide il y a 100 000 ans, qui a gelé il y a 50 à 20 000 ans, et qui n'a pas encore redégelé. Donc on a foré là-dedans. On a monté des carottes, et dans cette carotte de glace, on a trouvé plein d'ADN. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire, ce forage n'a pas été fait de façon stérile. Donc, il y a certainement de l'ADN, je dirais de russe, quelques levures qui servent peut-être à faire la vodka, des choses comme ça. Il y a de l'ADN de russe, puisque c'est un forage fait par les soviétiques à l'époque. Mais on a trouvé de l'ADN de bactéries thermophiles. Les bactéries thermophiles sont des bactéries qui vivent à plus de 60 degrés dans les sources chaudes. C'est peu probable qu'un russe, même s'il ne se lave pas bien, ait des bactéries thermophiles sur lui. Il a plein de bactéries diverses et variées, mais pas des bactéries thermophiles. Donc au moins cet ADN de bactéries thermophiles, ça doit être de l'ADN indigène, ce qui suggère qu'il doit y avoir des sources chaudes dans ce lac, avec là-dedans des bactéries qui vivent très bien. Donc il faudrait faire ça sur Europe, remplaçant les 3500 mètres par au moins 10 000 mètres. Et non pas chez nous, mais là-bas. C'est pas très raisonnable. Et j'aurais dit, sur Europe, j'ai peur d'eux. Mais, dernière nouvelle, 12 décembre 2013, c'est pas très vieux. Là, c'est une image de la sonde Galileo d'Europe, sur lequel on a reporté des données spectrales faites par le télescope spatial, qui est donc en orbite autour de la Terre, qui a détecté les raies spectrales de la vapeur d'eau dans ce secteur-là, mais que dans ce secteur-là d'Europe. Ce qui veut dire, je ne peux pas vous dire à quoi ils ressemblent, où est-ce qu'ils sont, mais qu'il y a des panaches volcaniques, ou geyssériens, actifs sur Europe, au moins dans l'année 2012-2013. Alors voici les NASA News qui racontent ça, c'est évidemment un dessin d'artiste, la date, 12 décembre 2013, et voici la photo que je vous ai montrée. Il y a sur Europe des choses comme ça qui jaillissent. Alors ça, c'est extraordinaire, je peux me comparer Encelade, la bonne résolution, Europe, bonne résolution pour la planète, mauvaise résolution pour les panaches, mais avouez que ça ressemble. Il y a sur Europe le même volcanisme ou geysérisme que vous appelez que sur Encelade, mais en beaucoup moins visible, soit parce qu'il est moins intense, soit parce qu'il est intermittent. Enfin, Galileo ne l'avait pas vu. Et Voyageur encore moins. Ça a été vu depuis la Terre. C'est quand même noté qu'on peut faire encore des découvertes majeures depuis la Terre pour le système solaire. Donc, je reprends mon schéma que je vous ai montré tout à l'heure. La structure d'Europe, je vous avais dit, 100 km d'eau, dont 10 km de glace, à peu près 90 km d'océan. Et bien, par les fractures ici, il sort des panaches de vapeur. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ce n'est pas la peine de percer la banquise pour chercher une éventuelle vie. Comme sur Encelade, l'océan sous-glaciaire vient à nous. Il n'y a qu'à se poser là, mettre un filet à molécules, voire un filet à bactéries, pour voir ce qui sort. Ce sera plus facile que de faire un trou. Alors, si je résume, où dans le système solaire, il y a du carbone, partout. De l'eau liquide superficielle pérenne, qui a duré assez longtemps. Hier, au Café des Sciences, il y a une condition pour qu'il y ait de la vie dont je n'ai pas parlé ici, il faut un certain temps quand même.
C'est comme pour refroidir le fût du canon. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'eau liquide pérenne. Alors sur Terre, évidemment, et sur Mars, dans un passé lointain. De l'eau liquide souterraine ou sous-glaciaire. Il y en a sur Terre, sur Mars, vu qu'il y a de la glace en surface, il y a de l'eau liquide en profondeur, Europe, Ganymède, Callisto, Titan, Encelade, Triton. Voici la liste des corps dans le système solaire où il y a de l'eau liquide. Mais de l'eau liquide profonde en contact avec des silicates, il faut éliminer les satellites de glace de grosse taille, il reste la Terre, Mars, Europe et Encelade. Alors, pour Mars, d'ici quelques mois, si tout va bien, on saura si les couches argileuses du cratère Gale contiennent des molécules organiques. Le pH favorable est favorable non seulement à leur synthèse éventuelle, mais à leur préservation. Et il y a beaucoup d'argile, et une argile qu'on appelle la momorionite, qui sur Terre est ce qui conserve le mieux les molécules organiques. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la terre de sommière, qui s'achète à la droguerie, ça sert à dégraisser. Si vous avez une tache de gras quelque part, vous mettez de la terre de sommière, qui est une argile, une momorionite, ça absorbe le gras. Vous brossez et ça élimine le gras. Il y a là-dedans de la terre de sommière. Donc ça peut piéger la matière organique s'il y en a eu, et c'est ça que va analyser Curiosity quand il va y arriver. Donc il faudra rechercher là-dedans s'il y a des molécules. S'il y en a, on ne sait pas, il faudra essayer de trouver si elles sont biogéniques. Là, on est à la limite des capacités de Curiosity. Déjà, s'il trouve des molécules organiques, c'est bien. Si il arrive à prouver avec l'histoire d'isotopes biogéniques, ça serait mieux, mais là, on est à la limite. Alors ensuite, il faudra rechercher s'il n'y a pas encore un peu quelques vies, quelque part en profondeur, dans le sol, dans le sous-sol. Il y a de l'eau liquide à partir de 5-6 km de profondeur. Et puis, vous avez vu que des fois, la glace dégèle en surface. Là où il y a de l'eau liquide temporaire, il faudra aller voir s'il n'y a pas des choses. Donc j'ai mis plein de nouvelles missions en perspective, parce qu'évidemment, Curiosity, ExoMars ou Curiosity 2020 ne pourront pas faire tout ça. Enfin, je ne pense pas. Donc, par contre, ce qui n'est pas bon, c'est que l'absence de méthane dans l'atmosphère. Or, Curiosity a bien analysé l'atmosphère de Mars. On a vu un espoir il y a 2-3 ans, parce que les télescopes terrestres avaient détecté du méthane dans l'atmosphère. On était à la limite de la résolution, mais on en avait détecté. Curiosity a bien reniflé, et il n'en a absolument pas trouvé. C'est-à-dire que s'il y en a, c'est en dessous de la limite de détection. Ça, hier, Eric avait dit, s'il y a un mouton qui aurait pété à l'autre bout de Mars, Curiosity l'aurait senti. Donc, ça fait un bon moment qu'il n'y a pas de mouton qui pète sur Mars. Donc, l'absence de méthane n'est pas très bonne pour la vie actuelle avec le métabolisme que je vous ai décrit. Métabolisme qui fait du méthane. On peut peut-être envisager d'autres métabolismes. Alors, Europe et Encelade, la réponse est aussi à portée de mission spatiale, qui paraissait peu réalisable avant. Encelade est très loin, Europe est moins loin, mais il aurait fallu percer 10 km. Là, les océans profonds sortent tout seuls, ils sont à portée de main. Alors quand, et où d'ailleurs, il faudra choisir Encelade, Europe. En ces périodes de disette budgétaire, c'est pas facile à vous dire quand est-ce que ce sera. Alors la NASA commence à réfléchir très sérieusement, l'Europe aussi, et par exemple la NASA vient de lancer un appel d'offres à la recherche d'instrumentation pour une prochaine mission. Là c'est une photocopie de la page de garde des NASA News du 15 juillet, donc il n'y a même pas 3 semaines, où la NASA recherchait des propositions d'instrumentation scientifique à embarquer sur une mission qui ne se poserait pas, ça sera encore une mission orbitale, mais par exemple, déterminer où sont exactement les sources avec ces geysers qui sortent. Pour l'instant, vous avez vu, on sait en gros où est-ce qu'ils sont. Mais il faut aller voir de près, parce que si on veut poser une mission pour l'analyser in situ, il faut savoir où sont. Donc, il y a un appel d'offres. Si, par exemple, vous-même, ou la fac de Toulouse, veut proposer un instrument, je dis la fac de Toulouse parce qu'ils ont proposé ChemCam qui marche très bien, donc n'hésitez pas à proposer. Alors quant au financement, là c'est un petit peu de politique, il faut quand même faire de la politique. Hein. N'oublions pas qu'une grosse mission ne coûte que 3 à 5 milliards d'euros, et qu'une grosse mission est allée sur 15 ans, donc 3, 4, 5 milliards d'euros en tout est allé sur 15 ans, c'est pas grand-chose, hein, et ça correspond à peu près au budget du PSG, parfaitement au hasard, ou d'autres clubs sportifs identiques sur ces mêmes 15 ans. Une grosse mission spatiale, c'est le budget d'un club sportif de luxe.
Et de tels clubs sportifs de luxe, ça en existe des dizaines et des dizaines dans les A et dans les USA, hein, le Barcelone, le machin, il y en a plein. Ça, c'est une source de financement. Il y en aurait une autre que moi qui personnellement, bien que j'aime pas le foot, ne peux pas faire. C'est pas facile à trouver, mais la fraude et l'évasion fiscale. Alors la fraude fiscale, c'est ceux qui fraudent, violent les lois, et l'évasion, c'est si vous enregistrez ça aux îles Caïmans, représenterait à peu près en déficit fiscal 25 milliards d'euros par an à l'échelle de la planète. C'est pas facile d'évaluer la fraude qui, par définition, se cache. Il suffirait de réduire cette fraude scandaleuse de 1%. Réduire de 1%, c'est pas grand-chose. Ça fait quelques années qu'ils le font pour le salaire des fonctionnaires, je peux vous le dire, hein, ils savent faire. Donc réduire ce scandale de 1% financerait 50 missions spatiales annuelles. Donc l'argent, on sait où elle est, aux îles Caïmans. Alors, il n'y a pas que ça, il y a le Luxembourg, dont l'ancien Premier ministre devient le président de la Commission européenne. Ça ne rend pas très optimiste. Alors, vie ou pas vie, actuelle ou passée, dans, sur, Europe, Encelade, Mars. Évidemment, j'ai aucune réponse définitive. Mais avouez que tous les espoirs sont permis. Merci de votre attention.